On nous présente le détestable génie Reed Richards et sa sublime épouse Susan Storm, une femme qui se dégrade manifestement aux côtés de ce savant affectivement immature. Leur quotidien est d'un ennui aussi mortel que de contempler de la peinture fraîche, jusqu'à ce que Suzanne rompe charitablement la monotonie avec une annonce qui va bouleverser leur existence. Après 2 ans de calvaire à tenter de fonder une famille, Suzanne communique finalement à Reed qu'elle porte leur progéniture. Reed, cet abruti angoissé, disjoncte sur le champ, tiraillé entre une lueur de joie et un déluge d'anxiété auto-infligée. Sa première réflexion ne se porte pas sur sa femme, mais sur son propre casse-tête galactique, obnubilé par le chaos génétique qui gâte potentiellement leur descendance. Suzanne, seule adulte responsable, doit de toute urgence gérer cet intellectuel chancelant et le convaincre qu'ils sont capables d'élever un gamin. On nous inflige ensuite une émission du Ted Gilbert Show pour un résumé à destination des crétins sur leur numéro de foire publique. L'animateur au regard vide, Ted Gilbert, recrache l'histoire officielle et édulcorée des 4 Fantastiques, une appellation d'ailleurs risible. Tout a débuté quand Reed a embarqué Suzanne, son frère tête brûlée Johnny et leur compagnon Ben Grimm dans son projet spatial vaniteux. Sans surprise, ils se sont fait enculer à sec par les radiations car l'hubris de Reed commandait une calamité pour sa petite sauterie. À leur retour, ils furent frappés d'anomalies biologiques grotesques que le public naïf baptisa super pouvoirs. Le corps de Reed s'est tordu en une élasticité cauchemardesque, lui valant le surnom profondément plat de Mr. Fantastic. Susan a acquis les dons tactiques d'invisibilité et de champ de force psionique, ce qui lui valut le nom scandaleusement réducteur de la femme invisible. Johnny, ce sac à caprice, a hérité de la faculté de s'embraser à volonté, devenant logiquement la torche humaine. Ben Grimm, quant à lui, a tiré la plus courte paille merdique cosmique, son corps mutant de façon ignoble en une monstruosité orange et pierreuse qu'il baptise la chose. Pendant des années, ce quatuor dysfonctionnel a joué les justiciers pour New York, principalement en tabassant des minables de troisième ordre comme Harvey Elder. Cette créature pathétique, se proclamant l'homme top, fut expédiée sommairement par l'équipe sans le moindre effort. Après sa déroute, Susan a accompli un acte de diplomatie sidérant, négociant un traité pour son royaume souterrain, Subterranea. Malgré sa haine virulente, l'homme taupe fut tellement déconcerté par la grâce sincère de Suzanne qu'il accepta ses conditions. De retour dans le présent, Reed et Susan s'apprêtent à annoncer la nouvelle de la grossesse à Ben et Johnny. Ben, doté de plus de caution émotionnelle que tous les autres réunis, pige instantanément tout ce putain de scénario rien qu'en lisant l'expression de Suzanne. Toute l'équipe arbore un sourire à l'annonce, et même leur majordome robotique au nom grotesque HRBI se joint à la comédie. Dans les mois qui suivent, Ben et l'automate se chargent de la mission titanesque de sécuriser pour un enfant le véritable piège mortel qu'est le Baxter Building. Reed, fidèle à sa nature, s'enferme dans son laboratoire, se perdant dans des protocoles scientifiques obsessionnels comme le lâche affectivement inapte qu'il est. Cet enfoiré érige une nacelle scientifique aseptisée en guise de berceau, considérant sa propre chair comme un cobaye. Il conçoit en parallèle un dispositif de téléportation, car se focaliser sur son épouse enceinte est manifestement trop exigé du grand Reed Richards. Dans les rues de la ville, Ben savoure un rare instant d'adulation publique, un court sursis après avoir été traité en phénomène de foire. Une meute de gamins le somme de faire ses singeries de colosses, exigeant qu'ils soulèvent une bagnole comme une bête de cirque pour leur divertissement. Après avoir obtempéré à leur requête, Ben croise leur institutrice, une véritable personne nommée Rachel Rosman. Il est immédiatement charmé par elle, une étincelle d'humanité authentiquement touchante pour l'homme captif à l'intérieur du monstre. Au moment où Susan est sur le point d'accoucher, l'univers décide de foutre en l'air l'instant avec un signal de détresse providentielle et cataclysmique. Un bordel cyclonique d'une magnitude invraisemblable se forme au-dessus de New York, ce qui est, pour le moins, un funeste présage. Le groupe s'engouffre dans son ridicule aéronef et file vers Times Square pour examiner la catastrophe en développement. Ils sont accueillis par une extraterrestre chromée, identifiée uniquement comme la surfeuse d'argent qui dégage un je m'en foutisme cosmique glacial. Elle annonce avec un calme polaire que la Terre est officiellement destinée à subir un enculage planétaire de la part de son maître. Ce maître, détaille-t-elle, est l'entité cosmique connue sous le nom de Galactus, le niqueur de monde pour qui des globes entiers ne sont qu'une mise en bouche. La surfeuse d'argent disparaît aussi sec, laissant les soi-disant héros totalement démunis à contempler le vide. Johnny, l'éternelle tête brûlée au cuit de bulot, s'embrase et se jette à ses trousses, fonçant derrière elle dans le vide sidéral tel un insecte écervelé. Il percute stupidement son appareil pour se faire éconduire avec une phrase extraterrestre sibylline avant qu'elle ne le balaye d'un revers de main sans effort. De retour sur Terre, Reed saisit enfin la gravité de la situation et confirme que les salades apocalyptiques de la surfeuse sont horriblement exactes. Il met au jour une piste macabre de souillure cosmique menant à une douzaine de mondes éteints, tous dévorés par cette monstruosité de Galactus.
Les quatre fantastiques font alors la promesse grandiloquente à la planète entière qu'ils neutraliseront d'une façon ou d'une autre cette menace omnipotente. Ils catapultent leur boîte de conserve glorifiée dans l'espace sous les yeux du monde qui regarde cette mission suicide comme un événement sportif télévisé. L'équipe arrive pour être témoin du spectacle effroyable d'une planète en cours de dévoration active, une vision tout droit sortie d'un cauchemar cosmique. Le vaisseau monde de Galactus, un navire qui éclipse les corps planétaires, aspire nonchalamment leur engin dérisoire dans sa gueule mécanique. Ils sont de nouveau accueillis par la surfeuse d'argent qui leur sert de guide touristique blasé pour ce voyage sans retour vers le néant. Elle explique que son boulot misérable consiste à dénicher des planètes pour la consommation de son maître, une occupation véritablement éreintante. Elle élucide son rejet antérieur de Johnny, traduisant l'expression extraterrestre par le message glaçant « Meurs avec les tiens ». Enfin, il se présente devant Galactus lui-même, un être d'une taille inconcevable et d'une puissance terrifiante. Reed, dans un acte d'une stupidité spectaculaire, tente de négocier poliment avec l'entité qui se nourrit de planètes. Galactus n'en a absolument rien à carrer de sa supplique, décelant plutôt l'immense pouvoir naissant de l'enfant à naître de Suzanne. Le parasite cosmique comprend instantanément que l'énergie de ce gauche pourrait étancher sa fin éternelle. Galactus leur soumet alors une monstrueuse alternative pourrie, livrer la progéniture, et la Terre échappera à sa démolition planifiée. La réplique de l'équipe est une fuite unanime et désespérée du genre « on se tire de ce merdier pour s'arracher sur le champ aux griffes de l'abomination cosmique ». La surfeuse d'argent les pourchasse méthodiquement à travers les corridors labyrinthiques du vaisseau, tandis qu'ils exécutent leur retraite éperdue. Puis, parce que l'univers est un salopard cruel, Suzanne est saisie par les violentes contractions de l'accouchement au pire moment imaginable. Reed génère miraculeusement un champ de dilatation temporelle, piégeant la surfeuse d'argent et la réduisant à une lenteur extrême. Il se barre à toute putain de vitesse sur Terre, où Suzanne subit l'épreuve et met au monde un fils qu'il prénomme Franklin. Au lendemain de ce foutoir galactique, l'équipe doit affronter le monde et confesser publiquement avoir merdé à une échelle planétaire. Reed expose le choix cornélien que Galactus leur a infligé, révélant le prix impossible pour le salut de la Terre. Il proclame sans équivoque leur refus catégorique de sacrifier leur putain de fils pour sauver le globe, une décision d'une intégrité parentale stupéfiante. La plèbe versatile, comme il fallait s'y attendre, se retourne aussitôt contre eux avec une rage merdique, les traitant de monstres égoïstes ayant condamné l'humanité à l'extinction. Même la surfeuse Shalabal s'insurge contre cette connerie de dévoration d'enfants, une étincelle d'humanité pour laquelle Galactus la châtie sauvagement. Reed, dans une frénésie désespérée, échafaude un nouveau plan absurdement ambitieux, téléporter la planète entière dans une autre dimension. Johnny, pour une fois sans tout faire flamber, se plonge dans des textes anciens pour déchiffrer la langue natale de la surfeuse. Suzanne, portant sur ses épaules tout ce bordel de merde, choisit d'affronter la populace terrifiée et furibonde à sa manière. Elle affirme avec une fermeté inébranlable qu'il est hors de putain de questions qui touchent à son enfant, mais qu'ils lutteront jusqu'à leur dernier souffle pour protéger chacun. Ces paroles percutantes giflent l'hystérie collective, réussissant de façon surprenante à ranimer une lueur d'espoir au sein de la population. Une fois le réseau de flèches de téléportation enfin opérationnel, la cité se prépare à l'acte monumental de relocalisation planétaire. La surfeuse d'argent ressurgit bien entendu et entreprend de démolir méthodiquement les tours d'espoir désespérés de Reed. Avant qu'elle ne puisse pulvériser l'ultime tour, Johnny l'intercepte, muni cette fois d'autre chose que son ego surdimensionné de connard. Il lui retourne le cerveau avec la vérité foudroyante de sa propre histoire, l'interpellant par son véritable nom, Shalabal. Il lui révèle son passé de mère ayant consenti au sacrifice suprême, devenant la putain d'émissaire de Galactus pour sauver sa propre planète et sa progéniture de son courroux. Ce choc psychologique, couplé aux échos de billions d'âmes massacrées, fait voler en éclats le sang-froid de Shalabal, qui craque complètement et s'enfuit. Leur grand projet de téléportation étant désormais complètement foutu, les quatre sont obligés d'imaginer un dernier plan horriblement désespéré. Leur solution finale consiste à appâter le dévoreur de monde avec un nouveau-né se servant de leur propre nourrisson Franklin pour attirer cet enfoiré galactique dans une embuscade. La stratégie totalement insensée est de projeter Galactus à travers un portail dimensionnel vers un vide inconnu, l'y emprisonnant à jamais. Même Suzanne, la mère protectrice, consent à ce risque effroyable, comprenant avec une certitude sinistre que c'est leur seule option. Il conclut une alliance précaire avec l'homme taupe, le persuadant d'abriter toute la population de New York dans son trou à rats souterrain. La métropole tentaculaire, désormais ville fantôme, Galactus descend sur Terre pour réclamer son putain d'encas de nourrisson.
Ils sont sur le point de déclencher leur piège, mais le dévoreur détecte la signature énergétique de Franklin dans le Baxter Building et atomise leur défense. L'équipe engage le combat avec l'énergie du désespoir, Suzanne libérant une monumentale barrière psionique, tel un magistral va te faire enculer pour repousser le titan galactique. Reed infiltrait son corps dans la machinerie complexe du géant, tentant de saboter le moteur cosmique de l'intérieur. L'entité sadique se saisit de Reed, essayant d'étirer son cul élastique au-delà de sa limite physique absolue. Johnny exécute une manœuvre aérienne brutale permettant à Ben de décocher un direct digne de son seller de la raclée en plein dans la gueule de Galactus. Le coup violent crée l'ouverture cruciale pour que Reed puisse arracher Franklin et se soustraire à un péril mortel. Susan déchaîne une gifle psychique avec chaque once de son incroyable puissance, projetant un Galactus chancelant dans le portail dimensionnel béant. Alors que le portail se referme, Galactus se débat contre le seuil qui se dissout dans un dernier acte de terreur cosmique. Johnny se prépare à se transformer en supernova, fonçant à pleine vitesse pour administrer la poussée finale et fatale. Au tout dernier instant, une chalabale rachetée surgit, écarte Johnny et se suicide en emportant son ancien maître avec elle dans l'abîme. Reed, Ben et Johnny retournent dans la rue pour découvrir le corps sans vie de Suzanne sur le bitume, le prix à payer pour avoir surchargé l'univers avec son pouvoir. En dépit des tentatives de réanimation frénétique de Reed, il est tragiquement évident que Suzanne s'est consumée jusqu'à la dernière putain de parcelle de vie. Tandis que Franklin Pyle a son éclaté la glotte en appelant sa mère, un Reed anéanti dépose le nourrisson sur le corps inerte de son épouse dans un instant de pure affliction. Le contact de l'enfant libère un putain de torrent de puissance cosmique latente qui submerge sa mère et la ramène miraculeusement à la vie. Suzanne se réveille et annonce à Reed que leur fils est puissant au-delà de tout ce que leur C scientifique aurait pu imaginer. Les citoyens de New York émergent de leur abri souterrain pour à nouveau couvrir les cadres de leur adulation versatile et fugace. Ils sont bookés pour une nouvelle séance de pompage de nœuds au Ted Gilbert Show quand, évidemment, un autre appel de détresse pressant vient foutre le bordel dans leur existence. L'équipe se rue vers le Fantasticar, où les trois prétendus génies se plantent lamentablement, peinant avec le concept étranger de l'installation d'un siège auto. Après s'être enfin dépatouillé avec cette technologie déroutante de siège pour enfants, la cellule familiale dysfonctionnelle au complet s'envole vers sa prochaine crise inéluctable.